Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une émission littéraire qui nous permet de rencontrer auteurs, autrices, écrivains et écrivaines des Laurentides. Aujourd'hui, je reçois Martine Janson. Bonjour Martine. Salut. Nous sommes dans l'univers des Martines. Martine Janson n'est pas autrice comme telle, puisqu'elle a fait écrire son livre par Marc Fischer. Tu me corriges si je dis des bêtises. Mais ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est le propos du livre et ce que Martine Janson en a fait. Alors, il a été d'abord, premièrement, édité sous le titre « Danseuse et maman » et il vient d'être repris dernièrement, réédité sous « Guerrière » avant que l'amour tue, qui raconte peut-être un peu plus le propos de ce livre, qui est de la violence conjugale. Martine Janson a vécu, et c'est elle qui racontera parce que c'est vraiment très intime, a vécu des épreuves extrêmement douloureuses dans sa vie. Et ce qu'elle en a fait d'elle maintenant une guerrière accomplie et une rebâtisseuse d'humains. Bienvenue Martine Janson. Merci. Et j'ai hâte qu'on parle de tout ça parce que je pense que ça va résonner grandement. D'abord, j'aimerais, ce n'est pas à moi le faire, je considère, c'est à toi à raconter le propos de ce livre. Le propos de ce livre, c'est mon vécu, mon histoire de vie en violence conjugale. J'ai rencontré celui que je croyais être mon prince charmant, mais c'est avéré être un crapaud. J'ai vécu l'enfer. Tu avais quel âge? J'étais jeune, j'avais 18 ans. 18 ans quand tu commences ta vie de jeune femme, mais moi, c'est là que j'ai rencontré... Tu es mal tombée. Très mal tombée, très, très mal tombée. Disons que toutes les horreurs, je les ai toutes vécues. Et tu sais, comme on voit aux nouvelles, on voit partout. Moi, je fais partie de celles qu'on a retrouvées laissées pour mortes. Laissées pour mortes suite à un viol collectif. À un viol collectif, Ouais. et c'est là qu'est l'horreur. Orchestré d'ailleurs par celui avec qui tu vivais, avec ton conjoint. Ouais. De ce moment-là. Il avait orchestré cette horreur-là et tu en as été laissée pour morte. Martine, comment se relève-t-on de cette épreuve, premièrement, et comment nous remettons-nous sur nos deux pieds pour se dire, j'imagine, ou je me tue, j'en peux plus, ou j'avance. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une telle horreur au sein du corps et du cœur et de la tête? Moi, quand ça s'est arrivé, j'étais plus dans « je me tue ». J'ai fait de l'automutilation, j'ai les bras remplis de cicatrices, je m'insultais, je maïssais, je me sentais comme une femme salie, une bonne à rien. Tout ce qu'il avait dit de moi, je l'avais enregistré comme si c'était vrai. J'ai eu des enfants. Puis encore là, j'étais encore suicidaire. J'avais même honte face à mes enfants dès qui j'étais. J'ai dit, c'est pauvre d'avoir une mère comme moi. Je me sentais dégueulasse, salie. Je me sentais, comme on dit, une poubelle, une vidange. Puis une journée, j'ai essayé, j'étais allée porter les enfants chez ma maman. Puis j'ai dit que ça finissait là. Moi, j'avais décidé que j'en pouvais plus. Fait que j'ai dit, toi, t'es une bonne maman, prends-les, garde-les. Je t'interromps ici, Martine. Tu dis que tu as des enfants. C'est parce que de la première relation, il y a eu une deuxième relation. Et cette deuxième relation, tu as eu des enfants et tout ça, mais tu étais dans une mauvaise situation encore une fois. Oui, oui. C'est important de le dire, oui, ça. Moi, je suis retournée, j'ai eu une belle relation, le papa de ma deuxième, Kina, mais moi, je me sentais pas bien, fait que je disais que je pouvais pas être avec lui. Parce qu'il méritait une femme, il méritait pas moi. Puis je suis retournée dans une relation de violence conjugale. Alors, 3 relations. Ouais. Une relation hyper toxique et dangereuse qui t'a mené à l'enfer. Une autre qui aurait pu t'aider, qui aurait pu te soutenir, mais tu avais une si mauvaise estime de toi que tu ne pensais pas mériter cette relation et que lui ne méritait pas une femme qui se disait donc salie, etc. Bon, et donc tu es retombé dans un pattern de relations
toxique, encore une fois. Ouais. Important de le Ouais. dire, ça aussi. Mais D'accord? la troisième personne, lui, c'est parce que c'était comme un gars de basic, puis je me disais, lui, il va me protéger. Lui, il va me protéger, c'est différent. Puis nous, en violence conjugale, de notre nature, on est des personnes, on est des sauveurs, des sauveuses. On a besoin d'aider, on a besoin... J'ai appris à me sauver moi, mais ça fait partie de nous d'aider, puis ça partira jamais, mais il faut savoir aujourd'hui comment bien le faire. Fait que je suis retournée dans une relation de violence conjugale pendant 10 ans de temps, à coups de poing, à coups de pied, mais dans mon cœur à moi, quand il me frappait, je me défendais. Fait que je disais que j'étais pas dans une relation de violence conjugale parce que je sentais que j'étais capable de me défendre. Cette fois-là, tu te défendais. Oui, je défendais ma nez, tu sais, mais on en parlait avec mes enfants dernièrement. Ils disaient, maman, tu pissais le sang du nez. Puis on disait, mané, tes yeux viraient à l'envers, puis là, tu le frappais, puis tu te défendais. Fait que j'ai compris aujourd'hui que je me protégeais, que je me défendais, mais dans ce temps-là, je le voyais pas comme ça. Je me disais, je suis pas dans une relation de violence conjugale. Il y a plusieurs formes, là. Il y a l'argent, il y a le monétaire, il y a le psychologique. Tout est la violence conjugale. Mais ayant vécu de quoi d'aussi gros que ça, le viol collectif, d'avoir été obligée de danser nue puis de me faire battre, quand je suis arrivée dans cette relation-là, c'était moins pire. Fait qu'on devient très résiliente, puis on le voit pas. Puis quand j'ai quitté cet homme-là, là, je disais, je suis un danger public pour mes enfants. Je disais, mon Dieu, tant que je vais vivre, mes enfants vont subir et voir ces relations-là, parce que je croyais que c'était moi le problème. Fait que, comme je disais tantôt, je suis allée porter les enfants chez ma maman, puis je m'en allais me suicider à la maison, puis je me suis fâchée. C'est fort comment ça se produit. Je me suis fâchée, puis je criais à Dieu, tu sais, t'existes même pas, t'existes même pas. Puis moi, j'ai le syndrome de Gilles Latourette, je décortique tout dans la vie. Puis quand je criais t'existes même pas, dans ma tête, ça le dit, pourquoi tu parles? Pourquoi tu me parles d'abord? Puis là, je dis, oui, pourquoi j'y parle? Tu sais, dans le fond, s'il n'existe pas. Puis ça a comme changé mon minding. Puis sur ma table de cuisine, je sais pas comment encore aujourd'hui, ce livre-là, il est arrivé là. C'est Le miracle de votre esprit de Joseph Murphy. Puis j'ai ouvert le livre, puis j'ai lu un paragraphe qui parlait des possibilités du bonheur. Puis moi, dans les possibilités du bonheur, je les ai pas vues pour moi. Je les ai vues pour mes enfants. Je me suis mis un projet avec mon Gilles Latourette dans la tête de trouver le bonheur pour mes enfants. Fait que je disais, je vais écrire un livre avec des outils avant de mourir, avant de me tuer, pour que mes enfants, eux, ils ont le droit au bonheur, mais pas moi. Fait que j'ai dit, je vais écrire ce livre-là, puis je vais me tuer après, comme ça, au moins, je leur aurais donné quelque chose de bon dans leur vie. Mais j'ai lu 74 livres en 1 an. J'en mangeais, je lisais, puis je faisais chaque exercice parce que je voulais être sûre que ça fonctionne vraiment pour mes enfants, pas donner des mauvais outils. Fait que chaque exercice, je les ai écrits, je les ai... Tous ceux qui existent, je les ai faits, Martine, au complet. J'essayais, puis là, je marquais que ça faisait tel effet, ça fonctionne pas, ça me met à l'envers, ça me fait de la peine. Puis j'ai comme monté un livre d'outils, puis 1 an après, je regardais, puis j'avais fini mon livre, puis j'ai comme éclaté en sanglots, puis je riais en même temps, puis je disais, je suis heureuse. Je suis heureuse, puis c'est comme si je venais de réaliser tout va bien dans ma vie. Je suis heureuse, je me sens libre, je me sens femme, ma vie va bien avec mes enfants. Fait que j'ai décidé de partager ça avec les autres parce que je crois que on peut pas se remonter tout seul. Moi, je me suis servi des livres, mais moi-même, changer, j'y serais pas arrivée. Est-ce que ce n'est pas souvent, mais est-ce que ce n'est pas la plupart du temps, sinon toujours, le lot des personnes qui s'en sortent? Il y a comme un petit miracle qui s'est produit. Là, tu t'en allais te suicider. Oh. Puis là, il y avait ce livre-là, Dieu sait comment il t'était apparu, tu ne le sais même pas. Et de le lire un peu, tu dis, ah, OK, je vais mettre ça sur pause, et puis je vais... Ah, dans le fond, c'est ça, on en rit, là, mais je veux dire, t'as mis finalement ton suicide sur pause, et puis t'as dit, non, OK, je vais faire quelque chose, je vais accomplir quelque chose pour mes enfants. Donc, d'abord, les enfants. Ça nous tient par le cœur, n'est-ce pas? Ensuite, 2, la vie t'a offert ça, hein? Ça a été un cadeau. Ouais. Tu l'as eu, tu l'as lu, tu t'en es servi. Ça a entraîné une thérapie personnelle parce que ça a été ta thérapie, finalement, tes 74 livres que tu as dit en 1 an, dont tu as fait les exercices, etc. D'autres personnes préfèrent ça en présence avec un thérapeute, une personne qui va les aider, tangible. Toi, ça a été les exercices. Et tout d'un coup, voilà, la lumière se fait.
Et pour tes enfants, tu as décidé de rester. Là, tu avais combien d'enfants? 4. 4 enfants. 4. Comment, Martine, les enfants voient leur maman? Tu leur as tout raconté? Ah oui, mes enfants, ils savent, on avait beaucoup discuté avant de publier le livre. Le premier livre. Parce qu'on parlait que j'avais dansé nue, tout ça, puis j'ai discuté avec eux. Puis en même temps, dans ce temps-là, quand j'ai écrit mon livre pour l'envoyer à Marc, j'ai vécu plein d'épreuves, je me suis séparée, j'ai appris que j'avais le cancer, j'ai perdu mon travail, j'ai été inondée. C'est comme si quelque chose voulait m'empêcher d'écrire mon livre. Mais j'avais dit aux enfants, maman, elle sait qu'il faut que je le fasse. J'ai dit, embarquez-vous avec moi. Puis les enfants, ils ont dit oui. Tu sais, c'est pas facile quand t'es monoparental. J'avais des choix à faire. On a mangé des céréales, crois-moi, mais il fallait qu'ils sortent le livre. Puis quand on l'a eu des mains, là, oh my God, les enfants, on était tellement fiers. Là, mais mes enfants, c'est quelque chose de familial. C'est pas quelque chose qui m'appartient juste à moi. Parce qu'on a tous vécu ça. Oui, ils n'ont pas vécu la première relation, mais la personne que je suis devenue, tous les comportements que j'ai eus, ces choses-là, on l'a toutes vécu ensemble. Puis pour mes enfants, ils m'aiment. Elles sont tellement fières de moi. Là. Ils m'aiment plus que tout au monde. On est soudés, nous. On est soudés. Puis mes enfants connaissent les épreuves de la vie, puis ils savent qu'on peut s'en sortir, quelle qu'elle soit l'épreuve, on peut s'en sortir. Tu es un fameux exemple. Je voudrais corriger une faute que j'ai faite ici en début, où j'ai dit, ce n'est pas toi qui as écrit le livre, excuse-moi, tu as écrit le livre. Tu l'as apporté à Marc Fischer, qui l'a retravaillé. C'est ça ouais, qu'il parce a... que moi, c'est important, excuse-moi. Ouais, non, moi, ça me dérange même pas. Moi, j'ai apporté comme une centaine de feuilles à Marc Fischer. Puis c'est Marc Fischer qui a vraiment travaillé. Parce que, tu sais, moi, je parle du cœur, je parle des émotions, mais d'avoir réussi à mettre toutes les images, puis de savoir ce qui se passait dans ma tête. Puis Marc Fischer était pas capable d'écrire le viol, ça a pris du temps, puis c'était vraiment dur pour lui. Puis je disais, Marc, il faut le faire. Puis il a réussi, il a travaillé vraiment fort. Je me souviens quand ton livre est sorti, je t'avais interviewé et j'avais également interviewé Marc Fischer pour savoir comment il avait réussi, comment il avait vécu ce texte-là, en fait, cette expérience que tu lui demandais de traduire finalement en mots. Et je me souviens à quel point, parce que ce n'est pas un livre sensationnaliste, c'est un livre, ça aurait pu le devenir, mais c'est un livre qui raconte vraiment toutes tes étapes, tous tes états d'être, tout ce qui s'est passé dans l'horreur, jusque dans l'horreur, comme la façon de t'en ressortir, etc. Et Marc, à aucun moment donné, il me l'avait dit, il dit, je demandais à Martine, écoute, il faut que tu me racontes parce qu'il faut que je m'imprègne de ça pour être capable de le traduire en mots. Et il trouvait ça extrêmement difficile, mais le résultat a été vraiment très bien, justement parce que ce n'est pas du sensationnalisme, c'est vraiment la vérité pure et comment toi tu t'es senti à travers tout ça. C'est important. C'était important. C'est important parce que moi, ce livre-là, je l'ai fait pour que la femme puisse voir. Tu sais, souvent, les femmes le voient pas. Ils pensent toujours que c'est juste à l'autre que ça va arriver, mais tu sais, les femmes par-dessus, puis là, ça l'augmente, là, les féminicides. Oui. Femmes par-dessus femmes décèdent, se font assassiner. Puis souvent, la femme a dit, moi, il se rendra pas jusque-là. Mais jamais j'aurais pensé, moi non plus, qu'il se rendrait. C'est comme une évolution. Il y en a que ça prend un an. Tu sais, elle dit, oui, moi, il m'a jamais frappé. Mais ils doivent comprendre qu'il y a le jour où il y en a que ça prend un an, il y en a que ça prend 3 mois, puis il y en a que ça prend 10 ans. Mais la violence va en augmentant et non en diminuant. Fait qu'en écrivant le livre, Marc a réussi à montrer toutes les étapes. Moi, dans mon livre, c'est allé vite, dans mon histoire de vie. Mais dans ma relation de l'autre violence conjugale, ça a pris beaucoup de temps. J'ai été 10 ans avec cet homme-là, là. Et c'est des coups où j'aurais vu les choses venir. Avant, je serais partie. Mais tout est subtil, la douceur, l'amour, comment c'est des princes charmants, c'est des bons... La manipulation. Tout. Puis le dénigrement se fait sans qu'on le voit.
C'est toutes des petites choses, puis à un moment donné, notre cerveau l'enregistre comme vrai, puis là, ça leur donne, il éloigne les amis, il éloigne les gens, mais on le voit pas, on pense vraiment que ces gens-là pensent ça de nous, ou que telle personne, mais tout ça, c'est faux. C'est les experts en manipulation. Puis je veux vraiment... Et je disais, pour moi, ce livre-là, ça sauve des vies. Autant la victime qui lit, autant un membre de la famille pour montrer comment agir, savoir. Tu sais, des fois, les gens vont porter un jugement, ils vont dire, ben conne, qu'elle s'en aille. Non. Ceux qui sont partis ont mangé des coups d'hache à la tête, des coups de couteau, ils ont été tués, ils ont été assassinés. On peut pas juste partir comme ça avec le système. On a besoin d'appui, on a besoin des gens alentour de nous. Il faut pas s'éloigner, mais ces gens-là, ça peut leur permettre de dire, OK, c'est vraiment ça qu'elle vit. On perd le pouvoir. On peut pas juste partir comme ça. C'est pas comme ça que ça se produit. Non. Un coup que l'engrenage est commencé, on est pris dedans. Puis on vit tellement la honte qu'on n'ose pas en parler. Et les enfants aussi, les enfants qu'on veut protéger en tant que maman. Oui. On se dit que bon, c'est le père, peut-être que et on veut pas de la violence envers les enfants, fait qu'on, j'imagine qu'on prend les coups, on est le pare-balles finalement, on prend les coups. C'est le temps qu'on est là, tu sais, on sait que si jamais on se sépare, surtout avec le système, tout ce qui se passe avec la DPJ présentement, l'enfant va se retrouver. Fait que notre but, on dit, on est mieux de rester là, d'encaisser les coups, mais pendant ce temps-là, les gens, ils comprennent pas ça non plus. On protège nos enfants. Ils disent, oui, c'est vrai que les enfants voient les scènes, ils voient ces choses-là, mais ils le voient. Ils vivent des émotions, ils vivent des traumatismes, mais on veut pas qu'ils vivent le dénigrement, le traumatisme, les coups. Fait qu'on reste là, on dit au moins tant que je suis là, j'ai l'œil sur mes enfants. Il y a des pères qui ont tué les enfants, mais nous, on se dit tant qu'on est dans la maison, ça n'arrivera pas. La société comprend tellement pas ce qui peut se passer dans notre tête. C'est vraiment, vraiment gros, c'est dur et... Oui, parce qu'il y a les féminicides et il y a les infanticides, et les infanticides, c'est très souvent une vengeance contre la maman. On sait que c'est la pire chose qu'on puisse faire à une maman, c'est de retrouver ses enfants morts. Et c'est des fois une arme que les hommes ont contre cette femme qu'ils veulent humilier, qu'ils veulent avilir, qu'ils veulent asservir, et de tuer les enfants finalement. Alors, c'est un cercle vicieux et épouvantable, mais je veux qu'on aille maintenant sur ce que tu as réussi, toi, à changer, à faire grandir. Tu es souvent passé à Denis Lévesque pour faire résonner les choses. Tu as travaillé avec le sénateur Bienvenu pour faire changer les lois, parce qu'il y a des lois qui doivent être changées quand les hommes sont arrêtés pour violence. Ils passent peu de temps. Continue, vas-y. Bien, la violence conjugale, comme je disais, est très incomprise. Puis moi, je la connais par cœur. Ça fait comme 20 ans que je suis sur le terrain, là, que je travaille. Tu sais, je suis pas dans un bureau. Moi, je vais dans les maisons où ce que les femmes se font battre, on les sort, on les déménage, on fait plein de choses. Puis c'est important que le système mette des choses en place pour les protéger. Tu sais, oui, je respecte les maisons de femmes, mais c'est un plaster sur le bobo, parce que quand on prend la femme, on la met là, quand elle ressort, l'ancien conjoint est encore là, il repart après. Fait que je me suis battue avec le sénateur Boisvenu pour les bracelets électroniques. Tu sais, j'ai ouvert la PAC, on a les services pour les hommes violents aussi. Le bracelet électronique qui permettrait à ce moment-là de voir l'homme arriver quand il vient se revenger sur la femme ou qu'il la retrouve, même s'il a un interdit de fréquentation ou d'approcher. Le bracelet permet de le retracer et d'empêcher peut-être une autre Il n'y a aucun interdit de contact qui est respecté, là, c'est prouvé. Il donne un 810, il arrête l'homme, il te bat, il le remet dehors. Il te rebat, il le remet dehors. Je comprends pas pourquoi ils ne prennent pas, puis ils disent OK, c'est assez, là. Ils jouent avec nos vies, sérieusement. Le bracelet électronique peut sauver des vies, va sauver des vies, parce que c'est nous aussi que ça l'avertit. Fait que moi, si je le vois pas venir, comme le gars quand il est arrivé et qu'il a donné un coup d'âge dans la tête, elle savait pas qu'il arrivait, il est trop tard quand on ouvre la porte. Tandis que le bracelet t'avise que cet homme-là est proche de toi. Fait que tu sois à ton travail, que tu sois dans la maison, ça l'avertit les policiers en même temps. Fait qu'ils voient, parce que nous, quand on passe à la cour, on dit qu'il était chez nous. Mais les preuves, les vidéos, c'est jamais assez. Tandis que là, le bracelet électronique, mais moi, ça me permet d'aller me cacher. Si je sais qu'il est en bas, qu'il m'attend puis que je suis au travail, je vais pas sortir de mon travail. Si je sais qu'il arrive chez moi, je vais mettre des chaises, je vais barrer, je vais mettre des choses, je vais appeler la police ou je vais me sauver chez un voisin. Ça m'avertit que le danger est là. Donc, tu es en train de faire changer ça. Est-ce que le gouvernement entend? Pas fort. Pas fort. Pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. Là, le Québec a accepté, mais au fédéral, ça ne l'est pas encore. Ça veut dire qu'un homme, comme je travaille avec Cindy, bon, mais lui, il l'a battu à coups de marteau sur la tête. Cet homme-là a fait du fédéral. Ça veut dire que le bracelet, il appartient pas. C'est seulement pour ceux qui vont avoir des mini-sentences. Mais ceux qui ont des grosses sentences, c'est parce qu'ils étaient plus dangereux. Ils étaient vraiment dangereux, là, quand c'est des tentatives de meurtre. Puis l'homme, s'il n'y a pas vraiment d'aide, et je parle d'une thérapie intensive, c'est ce qu'on demande dans le projet de loi aussi, thérapie fermée, intensive, qui en même temps, les spécialistes vont pouvoir prouver la dangerosité de cet homme-là. Puis il y a des hommes qui reproduisent, on a les narcissiques dangereux, violents, et on a les hommes violents qui ont des impulsifs, qui, eux, ont subi cette violence-là. Et la reproduisent. Et la reproduisent. Souvent, c'est cet homme-là, c'est celui-là qui va tuer puis qui se tue. Sa souffrance est tellement grande qu'il s'enlève même la vie. Un narcissique ferait jamais ça, un narcissique dangereux. Lui, son plaisir, c'est comme tu dis, tuer les enfants puis de voir ta souffrance. Fait qu'il y a des hommes qui ont vraiment besoin d'aide, puis on demande à ce que ces hommes-là puissent avoir les outils pour pouvoir leur donner la chance. Si ça fonctionne pas ou qu'ils les ont pas pris, après ça, ben ils les embarras. Mais je crois toujours, moi, que l'être humain un narcissique ne voudra jamais un narcissique, c'est toujours de la faute des autres. Mais il y a des hommes qui demandent aussi de l'aide, qui disent « je suis pas capable d'arrêter mon comportement ». Fait que nous, on exige, dans le projet de loi, on demande à ce que ces hommes-là puissent avoir des suivis. Ça, c'est ta mission que tu t'es donnée. Oui. C'est ce sur quoi tu travailles. En plus de recevoir des tas d'appels d'à travers le Québec, de ces femmes qui te demandent de l'aide parce que tu es très active sur Facebook, évidemment. Tu tires les sonnettes d'alarme, tu écoutes, tu parles, tu partages, tu fais du vidéo, tu encourages, tu soutiens, tu dénonces, bon, tout ça. Hein? Tu fais tout ça, Martine Janson. Alors, évidemment, on t'appelle de partout. Oh mon Dieu, oui, j'ai connu ça. Bien, aidez-moi, etc., n'est-ce pas? Oui. Bien, là, je t'apprends à reproduire des mini-mois parce que c'est trop. C'est trop. Je reçois des centaines d'appels par jour, mais je prends la peine de répondre à tout le monde, mais je fais de l'individuel aussi. Je rebâtis des femmes, j'ai des ateliers, je fais des week-ends, je fais des choses de groupe, mais là, je t'apprends à reproduire des mini-mois parce qu'aussi, j'aide les femmes avec la DPJ parce que les femmes, ils se font traiter d'aliénantes. Fait que je vais, tu sais, dans toutes les réunions de DPJ, je vais mettre les choses en place, je vais à la justice, là, j'ai besoin de des mini-mois. Fait que là, je t'apprends à entraîner des femmes à faire des mini-mois pour qu'on puisse desservir plus, mais chacune de vous qui va me contacter, je réponds. Mm-hmm. Je réponds, puis quand c'est urgent, je le demande, je l'explique sur les réseaux sociaux, dites urgent. Tous les messages urgents sont, que je sois en rendez-vous n'importe où, je prends l'appel, mes clientes sont habituées, ils savent que je réponds aux urgences tout de suite. Là. Donc, on voit à l'écran Martine Janson, guerrière accomplie. Hein? Oui. T'as mangé tes croûtes, hein? Oui. Et ensuite, rebâtisseuse d'humains. Oui. Donc, tu aides ces femmes-là à se rebâtir, à remonter, à sortir de leur puits profond. Et d'après ce que je comprends, tu penses même à l'homme, à tenter de faire en sorte que l'homme puisse se rebâtir, celui qui frappe évidemment et celui qui a souffert et qui a besoin lui aussi d'être aidé. Ça marche des deux côtés, ça marche de deux façons. Moi, ce que j'ai fait présentement, c'est que j'ai réuni tous les services en un. On a ouvert la PAC, je suis allée chercher les services pour hommes, les services pour ados, les services pour enfants. Il y a les services pour les personnes âgées. On a des outils technologiques aussi pour protéger les femmes. On a une application, on a pour les protéger, eux aussi, qui va être filmée en direct puis qu'on voit tout ce qui se passe. Je me suis assurée, là, j'ai pris tout, vu que je connais les besoins, j'ai pris tous les besoins. Puis on les a toutes créés, on a les services d'avocats, on a les accompagnements à cours, j'ai mis tout ensemble. Fait que moi je dis que aussitôt que la police a un appel, là, elle devrait nous contacter automatiquement. Parce que nous, on se rend sur place, on voit exactement, puis on a des profileurs aussi qui peuvent nous expliquer la dangerosité, où est rendue la dangerosité de l'homme. Elle a fait l'armée, c'est des gens sérieux qu'on a. Puis nous, un coup qu'on est sur place,
Si l'homme veut de l'aide, on est déjà là pour lui offrir et offrir l'aide à la femme pour les deux les rebâtir ensemble. Puis si c'est impossible, on est déjà là, puis on la prend par la main parce qu'on sait à quel point que c'est souffrant les retirer, mais on est là pour les accompagner puis les aider. Si l'homme veut pas d'aide, ben on va s'assurer de protéger la victime, qu'elle reste en vie puis qu'elle puisse se rebâtir. Sinon, on va faire... Mais on a tout, on a même les services pour les enfants. Ça prend juste qu'on nous appelle puis que nous, on se déplace. On a les éducatrices spécialisées. On a tout pour la famille au complet. Je voulais m'assurer qu'il manquait d'absolument rien, rien pour aider ces personnes-là. Tu es une femme très occupée. Donc, d'où l'urgence d'agir, l'urgence de nos gouvernements d'agir et de permettre de mettre en place des idées suggérées par du monde sur le terrain, des femmes qui ont vécu ça, qui sont passées à travers l'expérience pour que ça se concrétise et qu'on avance finalement. Et là, au Québec, ça répond. Ça résonne, tu me dis, au fédéral moins. Quel est le message que tu veux passer? Il nous reste une minute 30. Okay, ben, au Québec, ça ne résonne pas assez fort. C'est beau mettre les bracelets électroniques, là, mais comme j'ai dit, qui s'occupe de ces femmes-là? Quand on les met dans des maisons de femmes, là, après ça, on les remet dehors, puis débrouillez-vous. Ces femmes-là ne sont pas équipées. Là, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leurs meubles, ils sont allés se cacher. Mais il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Il faut qu'il y ait des gens pour s'occuper d'eux. Fait que le gouvernement doit investir là-dedans, investir pour rebâtir les hommes, investir pour rebâtir. C'est pas juste de cacher, c'est de rebâtir la personne. Parce que comme j'ai dit tantôt, il est encore là et elle est encore là. Il va faire quoi? Il va repartir après elle. Elle a besoin d'outils pour prévenir que ça arrive encore, puis pour prévenir de se protéger. On la gardera pas dans une maison de femmes pendant 100 ans. Puis ces enfants-là, s'ils n'ont pas d'aide, ils vont reproduire ces comportements-là. Le gouvernement, il agit... Il agit pas fort. Là. Il a mis les bracelets électroniques, là, c'est en attente, mais les thérapies pour hommes, il y a des maisons de femmes, sont pleines, sont débordées, il n'y en a plus de place. Fait qu'on leur demande d'avoir des rencontres. Moi, je devais avoir une rencontre avec la ministre Guilbeault qui a été cancellée. On leur demande des rencontres, je devais avoir des rencontres avec le ministre Carman. Ils cancellent, mais les outils, on les a. On sait tout qu'est-ce qu'il y a besoin. Il faut juste qu'ils nous aident à mettre ça en place. Il y a beaucoup de coûts, il y a beaucoup de choses, puis à moi toute seule, puis à mon équipe toute seule, on n'arrive pas à faire le Québec au complet. Là. C'est tout le temps qu'on a, Martine. On pourrait parler encore tellement longtemps. Ce livre, Danseuse et maman, a été réédité sous le titre « Guerrière avant que l'amour tue ». Qui est vraiment significatif. Il a été un tout petit peu retravaillé. Martine, merci pour ce que tu fais. Merci au nom des femmes, des enfants et des hommes aussi, ma foi. Tout le monde a besoin d'aide, mais merci d'être là. Merci d'avoir mis ce cauchemar à profit pour aider les autres. Je te souhaite bonne chance. Merci. Je souhaite qu'on avance dans la cause et que les gouvernements entendent qu'il y a une grande cause ici qui a besoin d'écoute et d'action. Alors, à la prochaine fois. Au revoir.